Bonsoir, 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 bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez toutes et tous très bien et que vous avez passé une excellente journée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous lire 2-3 contes de Perrault. Donc sans plus s'attendre, je vous propose de vous installer confortablement et de fermer les yeux si vous le souhaitez. Donc, avant de commencer, je vais juste vous dire les contes que je pensais lire aujourd'hui. Je comptais lire au moins le conte de la barbe bleue et celui du maître chat ou du chapeauté, et peut-être celui des fées, en fonction de combien de temps me prendra les deux premières. Donc sans plus attendre, commençons. La barbe bleue. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue. Cela le rendait si laid et si terrible qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles et lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eût la barbe bleue. Ce qui le dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. La barbe bleue, pour faire connaissance, les mena avec leur mère et 3 ou 4 de leurs meilleurs amis et quelques jeunes gens du voisinage à une de ces maisons de campagne où on demeura 8 jours entiers. Ce n'était que de promenade, ce n'était que promenade, que parties de chasse et de pêche, que danse et festin, que collation. On ne dormait point et on passait toute la nuit à se faire des malices, les uns aux autres. Enfin, tout alla si bien que la cadette commença à trouver que le maître du logis n'avait plus la barbe si bleue et que c'était un fort honnête homme. Dès qu'on fut de retour à la ville, le mariage se conclut. Au bout d'un mois, la barbe bleue dit à sa femme qu'il était obligé de faire un voyage en province de 6 semaines au moins pour une affaire de conséquence, qu'il la priait de se bien divertir pendant son absence, qu'elle fit venir ses bonnes amies, qu'elle les mena à la campagne si elle voulait, que partout elle fit bonne chère. Voilà, lui dit-il, les clés des deux grands garde-meubles. Voilà celle de la vaisselle d'or et d'argent, qui ne sert pas tous les jours. Voilà celle de mes coffres-forts, où est mon or et mon argent. Celle des cassettes où sont mes pierreries. Et voilà le passe-partout de tous les appartements. Pour cette petite clé-ci, c'est la clé du cabinet, au bout de la grande galerie de l'appartement en bas. Ouvrez tout, allez partout, mais pour ce petit cabinet, je vous défends d'y entrer, et je vous le défends de telle sorte que s'il vous arrive de l'ouvrir, il n'y a rien que vous ne deviez attendre de ma colère. Elle promit d'observer exactement tout ce qu'il venait de lui dire, d'être ordonnée
assez. Il monte dans son carrosse et part pour son voyage. Les voisines et les bonnes amies n'attendirent pas qu'on les envoyât quérir pour aller chez la jeune mariée, tant elle avait d'impatience de voir toutes les richesses de sa maison, n'ayant osé y venir pendant que le mari y était. À cause de sa barbe bleue, qui leur faisait peur, les voilà aussitôt à parcourir les chambres, les cabinets, les garde-robes, toutes plus belles et plus riches les unes que les autres. Elles montèrent ensuite au garde-meuble, où elles ne pouvaient assez admirer le nombre et la beauté des tapisseries. Des lits, des sofas, des cabinets, des guéridons, des tables et des miroirs, où l'on se voyait depuis les pieds jusqu'à la tête, et dont les bordures, les unes de glace, les autres d'argent et de vermeil doré, étaient les plus belles et les plus magnifiques qu'on eût jamais vues. Elles ne cessaient d'exagérer et d'envier le bonheur de leurs amis, qui cependant ne se divertissaient point à voir toutes ces richesses, à cause de l'impatience qu'elle avait d'aller ouvrir le cabinet de l'appartement du bas. Elle fut si pressée de sa curiosité que, sans considérer qu'il était malhonnête de quitter sa compagnie, elle y descendit par un petit escalier dérobé et avec tant de précipitation qu'elle pensa se rompre le cou 2 ou 3 fois. Étant arrivée à la porte du cabinet, elle s'y arrêta quelque temps, songeant à la défense que son mari lui avait faite, et considérant qu'il pourrait lui arriver malheur d'avoir été désobéissante. Mais la tentation était si forte qu'elle ne put la surmonter. Elle prit donc la petite clé et ouvrit en tremblant la porte du cabinet. D'abord, elle ne vit rien, parce que les fenêtres étaient fermées. Après quelques moments, elle commença à voir que les planchers étaient tout couverts de sang caillé, et que dans ce sang se miraient les corps de plusieurs femmes mortes et attachées le long des murs. C'étaient toutes les femmes que la barbe bleue avait épousées et qu'il avait égorgées l'une après l'autre. Elle pensa mourir de peur, et les clés du cabinet qu'elle venait de retirer de la serrure lui tomba de la main. Après avoir un peu repris ses esprits, elle ramassa la clé, referma la porte et monta à sa chambre pour se remettre un peu. Mais elle n'en pouvait venir à bout, tant elle était émue. Ayant remarqué que la clé du cabinet était tachée de sang, elle l'essuya 2 ou 3 fois, mais le sang ne s'en allait point. Elle eut beau la laver et même la frotter avec du sablon et avec du grès, il y demeura toujours du sang, car la clé était fée et il n'y avait pas moyen de la nettoyer tout à fait. Quand on ôtait le sang d'un côté, il revenait de l'autre. La barbe bleue revint de son voyage dès le soir même et dit qu'il avait reçu des lettres dans le chemin qui lui avaient appris que l'affaire pour laquelle il était parti venait d'être terminée à son avantage. Sa femme fit tout ce qu'elle put pour lui témoigner qu'elle était ravie de son prompt retour. Le lendemain, il lui redemanda les clés et elle les lui donna, mais d'une main si tremblante qu'il devina sans peine tout ce qui s'était passé. D'où vient, lui dit-il, que la clé du cabinet n'est point
dit la Barbe Bleue, de me la donner tantôt. Après plusieurs remises, il fallut apporter la clé. La Barbe Bleue, l'ayant considérée, dit à sa femme: Pourquoi y a-t-il du sang sur cette clé? Je n'en sais rien, répondit la pauvre femme, plus pâle que la mort. Vous n'en savez rien, reprit la Barbe Bleue. Je le sais bien, moi. Vous avez voulu entrer dans le cabinet. Eh bien, madame, vous y entrerez et irez prendre votre place auprès des dames que vous y avez vues. Elle se jeta aux pieds de son mari, en pleurant et en lui demandant pardon, mais avec toutes les marques d'un vrai repentir, de n'avoir pas été obéissante. Elle aurait attendri un rocher, belle et affligée comme elle était, mais la Barbe Bleue avait le cœur plus dur qu'un rocher. Il faut mourir, madame, lui dit-il, et tout à l'heure. Puisqu'il faut mourir, répondit-elle, en le regardant les yeux baignés de larmes, donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu. Je vous donne un demi-quart d'heure, reprit la Barbe Bleue, mais pas un moment davantage. Lorsqu'elle fut seule, elle appela sa sœur et lui dit: Ma sœur Anne, car elle s'appelait ainsi, monte, je te prie, sur le haut de la tour, pour voir si mes frères ne viennent point. Ils m'ont promis qu'ils me viendraient voir un jour aujourd'hui, et si tu les vois, fais-leur signe de se hâter. La sœur Anne monta sur le haut de la tour, et la pauvre affligée lui criait de temps en temps: Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir? Et la sœur lui répondait: Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Cependant, la Barbe Bleue, tenant un grand coutelas à sa main, criait de toute sa force à sa femme: Descends vite, ou je monterai là-haut. Encore un moment, s'il vous plaît, lui répondit sa femme, et aussitôt elle criait tout bas: Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir? Et la sœur Anne répondait: Je ne vois rien que le soleil qui poudroie et l'herbe qui verdoie. Descends donc vite, cria la Barbe Bleue, ou je monterai là-haut. Je m'en vais, répondit sa femme, et puis elle cria: Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit la sœur Anne, une grosse poussière qui vient de ce côté-ci. Sont-ce mes frères? Hélas non, ma sœur, c'est un troupeau de moutons. Ne veux-tu pas descendre? Criait la Barbe Bleue. Encore un moment, répondit sa femme, et puis elle criait: Anne, ma sœur, ne vois-tu rien venir? Je vois, répondit-elle, deux cavaliers qui viennent de ce côté-ci, mais ils sont bien loin encore, Dieu soit loué, s'écria-t-elle. Un moment après, ce sont mes frères. Je leur fais signe tant que je puis de se hâter. La Barbe Bleue se mit à crier si fort que toute la maison en trembla. La pauvre femme descendit et alla se jeter à ses pieds toute éplorée et toute échevelée. Cela ne sert à rien, dit la Barbe Bleue, il faut mourir. Puis, la prenant d'une main par les cheveux et de l'autre levant le coutelas en l'air, il alla lui abattre la tête. La pauvre femme se tournant vers lui et le regardant avec des yeux mourants, le pria de lui donner un petit moment pour se recueillir. Non, non, dit-il, recommande-toi bien à Dieu. Et levant son bras, dans ce moment, on heurta si fort
Barbe Bleue s'arrêta tout court. On ouvrit et aussitôt, on vit entrer 2 cavaliers qui, mettant l'épée à la main, coururent droit à la Barbe Bleue. Il reconnut que c'étaient les frères de sa femme, l'un dragon et l'autre mousquetaire, de sorte qu'il s'enfuit aussitôt pour se sauver. Mais les 2 frères le poursuivirent de si près qu'ils l'attrapèrent avant qu'il pût gagner le perron. Ils lui passèrent leur épée au travers du corps et le laissèrent mort. La pauvre femme était presque aussi morte que son mari et n'avait pas la force de se lever pour embrasser ses frères. Il se trouva que la Barbe Bleue n'avait point d'héritier, et qu'ainsi sa femme demeura maîtresse de tous ses biens. Elle en employa une partie à marier sa sœur Anne avec un gentil homme dont elle était aimée depuis longtemps, une autre partie à acheter des charges de capitaine à ses 2 frères, et le reste à se marier elle-même à un fort honnête homme qui lui fit oublier le mauvais temps qu'elle avait passé avec la Barbe Bleue. Moralité: la curiosité, malgré tous ses attraits, coûte souvent bien des regrets. On en voit tous les jours 1000 exemples paraître. C'est, n'en déplaise au sexe, un plaisir bien léger. Dès qu'on le prend, il cesse d'être, et toujours il coûte trop cher. Autre moralité: pour peu qu'on ait l'esprit sensé et que du monde on sache le grimoire, on voit bientôt que cette histoire est un conte du temps passé. Il n'est plus d'époux si terrible, ni qui demande l'impossible, fût-il malconte et jaloux. Près de sa femme, on le voit filer tout, et de quelque couleur que sa barbe puisse être, on a peine à juger que des 2 qui des 2 est le maître. Le maître chat ou le chat botté. Un meunier ne laissa pour tout bien 3 enfants qu'il avait, que son moulin, son âne et son chat. Les partages furent bientôt faits. Ni le notaire, ni le procureur n'y furent point appelés. Ils auraient eu bientôt mangé tout le pauvre patrimoine. L'aîné eut le moulin, le second eut l'âne, et le plus jeune n'eut que le chat. Ce dernier ne pouvait se consoler d'avoir un si pauvre lot. Mes frères, disait-il, pourront gagner leur vie honnêtement en se mettant ensemble. Pour moi, lorsque j'aurai mangé mon chat et que je me serai fait un manchon de sa peau, il faudra que je meure de faim. Le chat, qui entendait ce discours, mais qui n'en fit pas semblant, lui dit d'un air posé et sérieux: Ne vous affligez point, mon maître, vous n'avez qu'à me donner un sac et me faire faire une paire de bottes pour aller dans les broussailles, et vous verrez que vous n'êtes pas si mal partagé que vous croyez. Quoique le maître du chat ne fît pas grand fond là-dessus, il lui avait vu faire tant de tours de souplesse pour prendre des rats et des souris, comme quand il se pendait par les pieds ou qu'il se cachait dans la farine pour faire le mort, qu'il ne désespéra pas d'en être secouru dans sa misère. Lorsque le chat eut ce qu'il avait demandé, il se botta bravement, et mettant son sac à son cou, il en prit les cordons avec ses 2 pattes avant, 2 pattes de devant, et s'en alla dans une garenne où il y avait un grand nombre de lapins. Il mit du son et des lacerons dans son sac,
s'étendant comme il lui était mort, il attendit que quelques jeunes lapins, peu instruits encore des ruses de ce monde, vint se fourrer dans son sac pour manger ce qu'il y avait mis. À peine fut-il couché qu'il eut contentement. Un jeune étourdi de lapin entra dans son sac, et le maître chat, tirant aussitôt les cordons, le prit et le tua sans miséricorde. Tout glorieux de sa proie, il s'en alla chez le roi et demanda à lui parler. On le fit montrer à l'appartement de sa majesté, où étant entré, il fit une grande révérence au roi et lui dit: Voilà, sire, un lapin de Garenne, que monsieur le marquis de Carabas, c'était le nom qu'il lui prit en gré de donner à son maître, m'a chargé de vous présenter de sa part. Dis à ton maître, répondit le roi, que je le remercie et qu'il me fait plaisir. Une autre fois, il alla se cacher dans un blé, tenant toujours son sac ouvert, et lorsque 2 perdrix y furent entrées, il tira les cordons et les prit toutes 2. Il alla ensuite les présenter au roi, comme il avait fait avec le lapin de Garenne. Le roi reçut encore avec plaisir les 2 perdrix et lui fit donner pour boire. Le chat continua ainsi pendant 2 ou 3 mois, à porter de temps en temps au roi du gibier de la chasse de son maître. Un jour qu'il sut que le roi devait aller à la promenade sur le bord de la rivière avec sa fille, la plus belle princesse du monde, il dit à son maître: Si vous voulez suivre mon conseil, votre fortune est faite. Vous n'avez qu'à vous baigner dans la rivière, à l'endroit que je vous montrerai, et ensuite me laisser faire. Le marquis de Carabas fit ce que son chat lui conseillait, sans savoir à quoi cela serait bon. Dans le temps qu'il se baignait, le roi vint à passer, et le chat se mit à crier de toutes ses forces: Au secours, au secours! Voilà monsieur le marquis de Carabas qui se noie. À ce cri, le roi mit la tête à la portière et, reconnaissant le chat qui lui avait porté tant de fois du gibier, il ordonna à ses gardes qu'on allât vite au secours de monsieur le marquis de Carabas, pendant qu'on retirait le pauvre marquis de la rivière. Le chat s'approcha du carrosse et dit au roi que dans le temps que son maître se baignait, il était venu des voleurs qui avaient emporté ses habits. Quoiqu'il eût crié aux voleurs de toutes ses forces, le drôle les avait cachés sous une grosse pierre. Le roi ordonna aussitôt aux officiers de sa garde-robe d'aller quérir un de ses plus beaux habits pour monsieur le marquis de Carabas. Le roi lui fit 1000 caresses, et comme les beaux habits qu'on venait de lui donner relevaient sa bonne mine, car il était beau et bien fait de sa personne, la fille du roi le trouva fort à son gré, et le comte de Carabas ne lui eut pas jeté 2 ou 3 regards fort respectueux et un peu tendres, qu'elle en devint amoureuse à la folie. Le roi voulut qu'il montât dans son carrosse et qu'il fût de la promenade. Le chat, ravi de voir que son dessein commençait à réussir, prit les devants, et ayant rencontré des paysans qui fauchaient un pré, il leur dit: Bonnes gens qui fauchez, si vous ne dites au roi que le pré que vous fauchez appartient à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus comme chair à pâté. Le roi ne manqua pas à demander aux faucheux à qui était ce pré qu'il fauchait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, dirent-ils tous ensemble, car la menace du chat leur avait fait peur. Vous
Vous avez là un bel héritage, dit le roi au marquis de Carabas. Vous voyez, sire, répondit le marquis, c'est un pré qui ne manque point de rapporter abondamment toutes les années. Le maître chat, qui allait toujours devant, rencontra des moissonneurs et leur dit: Bonnes gens qui moissonnez, si vous ne dites que tout ce blé appartienne à monsieur le marquis de Carabas, vous serez tous hachés menus, comme chair à pâté. Le roi, qui passa un moment après, voulut savoir à qui appartenait tout le blé qu'il voyait. C'est à monsieur le marquis de Carabas, répondirent les moissonneurs, et le roi s'en réjouit encore avec le marquis. Le chat qui allait devant le carrosse disait toujours la même chose à tous ceux qu'il rencontrait, et le roi était étonné des grands biens de monsieur le marquis de Carabas. Le maître chat arriva enfin dans un beau château, dont le maître était un ogre, le plus riche qu'on ait jamais vu, car toutes les terres par où le roi avait passé étaient de la dépendance de ce château. Le chat, qui eut soin de s'informer qui était cet ogre et ce qu'il savait faire, demanda à lui parler, disant qu'il n'avait pas voulu passer si près de son château sans avoir l'honneur de lui faire la révérence. L'ogre le reçut aussi civilement que le peut d'un ogre et le fit reposer. On m'a assuré, dit le chat, que vous aviez le don de vous changer en toutes sortes d'animaux, que vous pouviez par exemple vous transformer en lion ou en éléphant. Cela est vrai, répondit l'ogre brusquement, et pour vous le montrer, vous m'allez voir devenir lion. Le chat fut si effrayé de voir un lion devant lui qu'il gagna aussitôt les gouttières, non sans peine et sans péril, à cause de ses bottes, qui ne valaient rien pour marcher sur les tuiles. Quelque temps après, le chat, ayant vu que l'ogre avait quitté sa première forme, descendit et avoua qu'il avait eu bien peur. On m'a assuré encore, dit le chat, mais je ne saurais le croire, que vous aviez aussi le pouvoir de prendre la forme de plus petits animaux. Par exemple, de vous changer en un rat ou en une souris. Je vous avoue que je tiens cela tout à fait impossible. Impossible, reprit l'orgue, vous allez voir. Et en même temps, il changea en souris, qui se mit à courir sur le plancher. Le chat ne l'eut pas plutôt aperçu qu'il se jeta dessus et le mangea. Cependant, le roi, qui vit en passant le beau château de l'ogre, voulut entrer dedans. Le chat, qui entendit le bruit du carrosse qui passait sur le pont-levis, courut au-devant et dit au roi: Votre Majesté, soit la bienvenue dans le château de monsieur le marquis de Carabas. Comment, monsieur le marquis, s'écria le roi, ce château est encore à vous. Il ne se peut rien de plus beau que cette cour et que tous ces bâtiments qui l'environnent. Voyons-les dedans, s'il vous plaît. Le marquis donna la main à la jeune princesse, et suivant le roi qui montait le premier, ils entrèrent dans une grande salle, où ils trouvèrent une magnifique collation que l'ogre avait fait préparer pour ses amis, qui le devaient venir voir ce même jour-là, mais qui n'avaient pas osé entrer, sachant que le roi y était. Le roi, charmé des bonnes qualités de monsieur le marquis de Carabas, de même que sa fille qui en était folle, et voyant les grands biens qu'il possédait, lui dit, après avoir bu 5 ou 6 coups: Il ne tiendra qu'à vous, monsieur le marquis, que vous ne soyez mon gendre. Le marquis faisait de grandes révérences, accepta l'honneur que lui faisait le roi, et dès le même jour épousa la princesse.
le chat devint grand seigneur et ne courut pas plus après les souris que pour se divertir. Moralité. Quelque grand que soit l'avantage de jouir d'un riche héritage, venant à nous de père en fils, aux jeunes gens pour l'ordinaire, l'industrie et le savoir-faire valent mieux que des biens acquis. Autre moralité, si le fils d'un meunier, avec tant de vitesse, gagne le cœur d'une princesse et s'en fait regarder avec des yeux mourants, c'est que l'habit, la mine et la jeunesse, pour inspirer de la tendresse, ne sont pas des moyens toujours indifférents. Voilà les amis, j'espère que ces histoires vous auront plu, que cette vidéo vous aura permis de vous relaxer avant d'aller dormir. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne nuit et nous on se reverra à la prochaine vidéo les amis.